En ouverture, nous vous avons dit qu'on devait marquer un arrêt important pour parler du livre, mais en se posant la question de savoir comment le livre peut constituer un outil de développement. Et je commence par l'écrivain sur le plateau. Traoré, vous qui êtes justement un écrivain, nous parlons d'entrepreneuriat. Est-ce qu'on pouvait faire dans l'entrepreneuriat en vous lançant dans l'écriture? Bien sûr, c'est possible, sauf que il y a quelqu'un qui disait que quand on veut cacher quelque chose aux Africains, il faut le mettre dans un livre. Donc il faut travailler réellement sur les générations. Moi je pense qu'on a perdu le goût de la lecture. Il faut redonner ça. Et le phénomène ne va pas en s'arrangeant avec le phénomène des téléphones, les smartphones des compagnies là, qui ont plus tendance à distraire les enfants de façon très peu ludique. D'où l'objet de l'ONG que nous avons créé, ONG Euclide, qui a vocation justement à réconcentrer l'enfant sur des moyens mémotechniques classiques d'apprentissage, c'est-à-dire à travers le livre. Et donc on peut espérer avoir une génération de personnes dans 5 ans qui pourront être intéressées par un peu plus de lecture. Mais qu'à cela ne tienne, la technologie aussi permet de pouvoir éditer ces livres en ligne. Par exemple, mon livre est sur Amazon. Mais tous mes livres sont sur Amazon. Donc, à partir de là, on peut, oui, je pense, être un entrepreneur par rapport justement au fait que nous soyons des écrivains. De manière très concrète, est-ce que le livre donne de l'argent? Parce que quand nous parlons entrepreneuriat, ce qui vient d'abord dans notre tête, c'est le gain. Et on ne parle pas de gain en termes de cailloux, on parle de gain en termes d'argent. Alors quand on parle de développement ici, est-ce que le livre fait nourrir son homme? Tout dépend de l'horizon de temps que vous vous fixez. Moi, je pense que c'est un investissement à long terme. Quand vous prenez par exemple Huawei, Huawei investit 20 milliards de dollars dans la recherche. On peut avoir l'impression que ce 20 milliards de dollars jetés, c'est le PIB de mon pays, le Gabon, qui est lancé dans la recherche. Et vous pensez que Huawei récupère son argent en 5 ans? Même pas. Donc, les délais sont certainement plus longs que ça. C'est juste que nous voulons tout de suite. Donc, c'est sûr que quand on se lance dans l'écriture, il ne faut pas compter sur les ventes de 100 livres pour vivre. Je ne vis pas de ça. Mais ça peut avoir un impact social beaucoup plus grand. Il suffit que ce soit adapté au cinéma, par exemple, pour que on appelle ça un game changer en anglais, pour que la réalité devienne complètement différente. Beaucoup de gens ont connu Game of Thrones à travers la série, mais moi j'ai connu le Game of Thrones à travers l'auteur parce que je suis un fan de tout ce qui est écriture fantastique. Et donc, il y a un univers dans lequel, justement, l'écrivain peut devenir un réel auto-entrepreneur à travers les moyens qui existent aujourd'hui de vulgarisation. Donc, très bien. Joseph Zambo, vous qui êtes un chef d'entreprise, expert en entrepreneuriat, vous nous avez beaucoup parlé ici de l'agriculture, vous nous avez parlé de l'intelligence artificielle, vous nous avez parlé de ci, de ça. Aujourd'hui, nous parlons du livre. Vous allez encore dire aux téléspectateurs que le livre peut donner du pognon? Bah oui, il y a des livres qu'on reconnaît dans le monde, Père riche, Père pauvre, et pas mal de best-sellers qui ont donné beaucoup d'argent. C'est vrai que la conjoncture africaine c'est encore un peu différent parce que le livre, c'est une culture. Ouais. C'est une culture. Et il faut qu'on crée un marché pour pouvoir se faire de l'argent à travers ce marché. À l'étranger, on cultive l'enfant à la lecture depuis le bas âge. Depuis la naissance. C'est-à-dire l'enfant a encore 1 an, on lit déjà les livres pour lui, on lit des contes pour cet enfant. À un âge, l'enfant, à travers une curiosité naturelle, commence à chercher à comprendre ça veut dire quoi et tout. Donc l'enfant grandit dans le livre. En Afrique, quand on a une bibliothèque, c'est pour la décoration à la maison. C'est pour avoir aussi un coin où il y a beaucoup de livres. Et montrer qu'on est un érudit. Bon, oui, on se fait des photos là avec les lunettes. C'est juste pour voilà, la décoration. Avec des gros costumes. Voilà. Et maintenant, les livres qui se lisent plus en Afrique, c'est des livres des personnes qui ont réussi. Parce qu'on se dit qu'en lisant son livre, on va trouver son secret et devenir comme lui. Et c'est pas, bon, pour le moment, c'est pas un très gros marché. Donc ça fait que ceux qui écrivent des livres, c'est beaucoup plus une manière d'exprimer son savoir, c'est pour une fierté en soi, c'est voilà. Mais néanmoins, tout doucement, je pense que beaucoup de gens commencent à lire quand même. Mais il faut écrire. C'est vrai que si on va en détail, je pense que Ibrahim ou bien Blériot vont aller dans ces détails-là. Nous ne voyons pas seulement le développement dans le seul aspect finance. Oui, oui. Enfin, le livre, on l'écrit pour partager quelque chose. Maintenant, à ceux qu'on partage, est-ce qu'ils réceptionnent? C'est ça la question. C'est pourquoi moi, j'interpelle
tous les écrivains et tous les acteurs du domaine du livre de miser beaucoup plus, pas sur le nombre de livres écrits, mais de miser beaucoup plus sur la promotion de la culture, sur la lecture. Et il faut créer un marché. C'est-à-dire commencer par les plus petits. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 50 000 livres où il n'y a que toi et tes amis qui ont lu. Très bien. Voilà. Ibrahim, le livre peut-il constituer une source de développement? Alors, vous le posez comme ça, vous avez exclu la phase que vous avez posée à mes deux protagonistes sur le fait que le livre, effectivement, c'est de l'entrepreneuriat. Oui. Et c'est même une très bonne façon d'entreprendre pour ceux qui sont très occupés, qui ont beaucoup de postes quelque part, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les activités à fort taux de revenus passifs. C'est-à-dire que ce sont des activités sur lesquelles vous concentrez une énergie, un certain nombre de temps de travail, mais qui par la suite vous rapportent des dividendes à long terme sans que vous n'ayez besoin de fournir encore un effort. Et dans ces activités à fort taux de revenus passifs, il y a ce qu'on appelle le système des contenus, qui est un système en réalité qui consiste à créer des contenus qui ont une utilité et une importance pour un marché bien spécifique. Que ce soit la musique, que ce soit les écrits, c'est des contenus, c'est des informations qui ont été organisées, des informations qui viennent résoudre un problème spécifique, des informations qui viennent aider. Et je pense, pour venir proprement sur votre question, dire que le livre, effectivement, a la capacité de provoquer un développement national. Parce qu'il faut dire que l'alphabétisation, c'est la puissance nationale. Lorsque vous avez une génération de personnes qui commencent à lire, vous avez une génération de personnes qui commencent à découvrir de nouvelles choses, à apprendre, à évoluer, à progresser, à maturer leur idée, à tenir compte d'autres paramètres avant de prendre une décision et de les prendre de façon éclairée. Il y a même une étude qui a démontré aux États-Unis que la lecture, la promotion de la lecture a été capable de gérer 2,3 trillions de dollars par an, soit pratiquement 10% de leur PIB, parce qu'il y a la culture de la lecture. Et on ne peut pas arriver à un certain niveau si on n'amène pas nos enfants à aimer la lecture. Je ne sais pas qui a dit que quand on est noir, on ne doit pas aimer la lecture, mais les noirs qui m'écoutent aujourd'hui doivent commencer à aimer la lecture. Que ce soit sur le plan académique, en termes de performance scolaire, on ne fait que décrire une incompétence ou une dégénérescence intellectuelle de la part de nos enfants. Quand vous allez voir d'autres pays, on va vous faire savoir que une personne, je dis des bêtises comme ça, mais c'est même pas des bêtises, c'est des statistiques. Lorsque vous passez parfois ici 20 minutes par jour en train de lire, vous avez pratiquement la probabilité de découvrir 1,8 million de nouveaux mots par an. C'est-à-dire qu'en termes de culture, de compréhension, d'appréhension, de savoir, vous avez évolué. Au Cameroun ou en Afrique, on ne veut pas penser sur le long terme, on ne veut pas trop évoluer. On réfléchit jusqu'ici, là, ce qu'on va manger et on va dormir. Et c'est pour ça qu'on fait proposer des solutions jusqu'ici, là, ce qu'on va manger et on va dormir. Et les choses ne cessent de nous surprendre. Nous, en Afrique, on réagit, on n'anticipe pas. Quelque chose s'écrit, on gère ça comment? Parce qu'on n'a pas pris la peine d'apprendre à lire. Elon Musk lit. Aliko Dangote lit. Warren Bennis, l'homme qui a écrit de réfléchir et devenir riche, il passe 90% de son temps à lire. Parce qu'il va prendre la réflexion des gens, les pensées des gens, les stratégies des gens, et il va avancer. Il y a même une autre étude qui prouve parfois ici que dans les 75% des personnes qui avaient le plus réussi avaient au moins 100 livres dans leur maison qu'ils avaient lu. Nous, on lit quoi? Qu'est-ce qu'on lit? On ne lit pratiquement pas. Donc, je pense et je suis convaincu que si on parvient à impulser une dynamique de lecture, un amour pour la lecture, on est en train d'impulser une progression, une croissance, une évolution. Et cette progression, cette croissance, cette évolution va forcément provoquer un développement même de mentalité. Parce que c'est la lecture qui brise la mentalité. C'est la lecture qui te permet de découvrir d'autres idées. C'est la lecture qui t'inspire et te fait sortir de ton cadre limitant. Merci Ibrahim. Oui, Traoré veut ajouter je veux compléter la réponse de monsieur Ibrahim très rapidement. Le Seigneur des Anneaux a un impact de 8 milliards de dollars dans le PIB de la Nouvelle-Zélande. Donc imaginez-vous, lorsque ce livre a été écrit, cette trilogie, par John Randall Tolkien, qui est sud-africain de naissance, quand il a écrit son livre en 1899, je pense, ou en 1915, après la Première Guerre mondiale, pour raconter des histoires à ses enfants, il n'imaginait pas la conséquence que ça devait avoir. Donc peut-être que lui n'a pas mangé les dividendes de ça, mais ses descendants à vie sont à l'abri de travailler. Parce qu'il a écrit 8 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est la moitié du PIB de mon pays qui est généré par le tourisme en Nouvelle-Zélande. Un endroit où lui n'a jamais mis les pieds, simplement parce que Peter Jackson, le réalisateur du film, de la trilogie, est allé faire ça là-bas.
Donc c'est vraiment pour répondre à votre question. C'est même la meilleure entreprise. C'est le meilleur investissement. Idriss Aberkan le dit. Partager la connaissance c'est la seule chose que lorsqu'on la partage, elle ne diminue pas. Mais le Seigneur des Anneaux, il a brillé à quel moment? À partir quand il était un livre ou quand on l'a regardé dans le film à la télé? Il a brillé dans les deux moments, mais pas de la même manière. Non, nous tous on a connu le Seigneur des Anneaux à la télévision. C'est parce que vous centralisez même ici. Harry Potter à la télévision. C'est pourquoi je vous dis, c'est vous qui vous centralisez ici. Moi, quand je lis Le Seigneur des Anneaux, c'est en 1995. Il est sorti au cinéma en 2002. Vous savez ce que nous on vous demande? Ça dépend du type de public. Vous voulez conseiller les adultes, c'est ça le problème. On ne change pas la mentalité facilement d'un adulte. Nous voulons que le collectif des écrivains, organisez-vous à apprendre la culture de la lecture au tout petit. C'est ce que moi, parce que nous là, c'est déjà compliqué. Moi, je lis un livre 2 pages, c'est le sommeil assuré. Ouais, il faut qu'on te délivre. Non, il y a des collègues, ceux qui sont honnêtes, écrivez, vous allez appeler, mais ça devait dormir. Mais il y a des livres parlés, audibles. Ça veut dire que ça dépend de la forme. Il y a tout de oui, mais la vraie forme, c'est celle où il faut lire. Mais je dis, faites les efforts. Les politiques publiques et vous, les professionnels de l'écriture, faites en sorte que ce soit une culture africaine. Faites en sorte, menez, parce que je dis, il faut voir comment, à l'Occident, on entraîne un enfant à lire. Mais chez nous, ça, vous-même, vos enfants lisent. Mais Joseph, c'est pas qu'un talent qui est lié aux auteurs. Hein. Le 23 août, là, je suis à Douala, Crystal Palace, à la rencontre des lecteurs. Et il y a Alvin Book qui a pour objectif de créer des bibliothèques partout. Mais c'est un combat qui est pénible. Mais vous créez les bibliothèques. Toi-même, tu lis 2 pages, tu ne veux pas lire. Tu penses que qui va lire? Que tu nous batailles. Moi, je pense que ce que tu as dit, je viens plutôt de récupérer l'idée selon laquelle on doit apprendre à vulgariser les contenus des livres. Tout à fait. Le film Le Seigneur des Anneaux était une autre façon de vulgariser le contenu du livre qui a par la suite réussi. Et voilà, a aimé lire à cause du film. Voilà. Pierre Blériot-Niamec, lorsque j'écoute les uns et les autres sur le plateau, puisque nous disons que nous sommes sur mardi entrepreneuriat, parce qu'ils sont nombreux qui pouvaient se poser la question de savoir, ouais, on parle d'entrepreneuriat, ici nous amène à l'histoire des livres. Je pense que nous sommes en train de voir véritablement que nous sommes en plein dans l'entrepreneuriat. Oui. Pourquoi nous ne comprenons pas qu'on peut explorer l'aspect livresque? Bon, moi, je prends un autre aspect. Les autres ont pris beaucoup d'autres aspects avant moi. Quand vous avez la popularité qui est celle de Parfait ici, si vous écrivez un livre, vous devenez riche le lendemain. Et donc, je fais un appel aux écrivains. Quelquefois, vous pouvez vous effacer et utiliser les figures de proue. Je vais vous montrer beaucoup d'hommes politiques qui se sont fait beaucoup d'argent ces derniers temps avec le livre. On n'achète pas d'abord le contenu chez nous. On achète la personne. Tout à fait. C'est valable pour le livre, c'est valable pour la musique. Beaucoup de personnes écrivent de très belles chansons et les font chanter par des gens dont les voix portent, dont le visage est. D'accord? Ici, comme ailleurs, c'est quand vous allez dans le contenu que vous vous rendez compte que non, en fait, le vrai auteur même, c'est elle. Je dis, chez nous, la mode est au Cameroun. Un homme politique publie son ouvrage, il dit c'est 10 000. Le jour de la dédicace, il vend 10 000 exemplaires. Oui. Tapez le chiffre, c'est 10 000. 10 000 exemplaires. 10 000 à 4 zéros. 10 000 exemplaires, ça fait 8 zéros. Ça fait combien? Il a mis sur pied 10 millions de francs le jour de la dédicace. Et ainsi de suite. Et si vous avez un capital comme celui-là. Donc, celles des personnes qui ont déjà une certaine image sociale peuvent se vendre à travers les livres. Il faut écrire. Le ministre Garga Aman a dit, quand il a écrit ses mémoires, je ne vous dis pas, ça s'est acheté comme des petits pains. D'autres présidents de partis ont même acheté ça pour aller enseigner le contenu à leurs militants. Donc, il y a ça. Mais il y a également le livre transformé en livre scolaire. Un livre comme celui-ci. Si vous avez la chance qu'il rentre dans les programmes scolaires, vous savez ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on vous prend ce livre au Cameroun, on met ça dans les programmes scolaires. Ça signifie, si c'est en terminale, donc comme c'est le tome 1, mettons en seconde, pour permettre... Combien d'élèves on a au Cameroun qui vont acquérir ce livre parce que c'est une obligation académique, scolaire, de l'avoir. Ceux qui ont la chance, c'est pour cela que malheureusement, le livre scolaire aujourd'hui est devenu un très grand business. Vous parliez d'argent.
Le livre scolaire brasse beaucoup d'argent. Mais si on prend votre livre, on le met dans les programmes, c'est de l'argent à vie. Marcel Toa est décédé aujourd'hui, mais l'ouvrage continue. Et c'est sur la problématique philosophique. Et les droits d'auteur tombent à vie. Donc, si je prends l'aspect cinéma, je prends l'aspect de la vulgarisation par des personnalités dont le visage est connu. Je prends le livre scolaire, déjà à ces 3 niveaux-là. Le livre est une grosse source de revenus. Tout à fait. Merci Pierre Blériot. Nous allons lire quelques messages de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Nous prenons celui-ci. Alors, je pense que... Alors, bonsoir à vous, parfait, ainsi qu'à tout le panel d'excellence réunis autour de cette prestigieuse émission Espace Miné. C'est toujours un réel privilège de me joindre à vous pour ces instants d'échange intellectuel et citoyen. Permettez-moi d'apporter ma modeste contribution à cette thématique d'une pertinence incontestable. Comment le livre peut constituer une source de développement? Le livre, qu'il soit scientifique, philosophique, historique ou littéraire, demeure avant tout le réceptacle de la mémoire des civilisations et le vecteur privilégié de la transmission des savoirs. Il constitue un levier fondamental dans le processus de construction individuelle et collective, car il façonne les consciences, élargit les horizons et nourrit l'esprit critique. Dans une société en quête de progrès et de rayonnement, le livre se présente comme l'outil par excellence de la formation d'une élite éclairée et apte à poser un regard lucide sur les défis de son temps et y apporter des réponses adaptées. Il éveille la curiosité intellectuelle, stimule l'innovation et inspire les initiatives susceptibles de transformer durablement l'environnement économique, social et culturel. Par ailleurs, la lecture régulière favorise l'accès à une diversité de modèles de réussite, d'expériences humaines et d'idées novatrices qui, lorsqu'elles sont convenablement assimilées, peuvent se traduire en projets concrets au service du développement local et national. C'est pourquoi les nations qui investissent massivement dans la promotion du livre et de la lecture bâtissent dans le même élan les fondations solides d'un développement inclusif et soutenable. En définitive, il importe de réhabiliter le livre dans nos sociétés contemporaines et de le replacer au cœur des politiques éducatives et culturelles, car, pour reprendre cette sage parole, un peuple qui lit est un peuple qui vit et fait vivre. C'est Yvan Samnik depuis Yaoundé. Bravo Yvan Samnik. Un autre message très rapidement ce mardi entrepreneuriat. Nous prenons celui-ci. Depuis, je cherche un message du Gabon. J'y suis. Le 241. C'est le Gabon. Alors, que dit la téléspectatrice du côté du Gabon? C'est à travers la lecture que l'Afrique va changer de mentalité vers un développement durable. C'est Ousna depuis la Norvège. En fait, elle vit en Norvège, mais apparemment, elle utilise également le numéro du Gabon. Voilà. Ousna, c'est sa grande sœur. Ah bon? Pourquoi elle nous suit là? Ah d'accord. C'est d'elle qu'on parlait tout à l'heure? Tout à fait. Ah, ok, d'accord. Alors, un autre message. Selon l'organisation de Bargain Project, le marché des produits éclaircissants en Afrique s'élève à 31,2 milliards de dollars. Le marché du livre en Afrique est de 1 milliard de dollars. Et si vous voulez devenir riche en Afrique, vous gagnerez plus à vendre de l'hydroquinone qu'à produire de la connaissance. Sur ce continent, l'aliénation culturelle est plus rentable car les gens dépendent 30 fois plus à ne plus ressembler à des Africains qu'à se cultiver. Je fais mienne ces paroles de la panafricaniste Farida Bemba Nabourema pour montrer l'enjeu terrible de votre problématique en ce jour. Elle permet également de comprendre pourquoi le livre est astucieusement soustrait de l'éducation en général, et c'est bien parce qu'il s'y cache la source de l'émancipation, le vrai développement. C'est Silas Boum, architecte. Les gens sont intelligents, hein? Ah, je comprends pourquoi elle est architecte aussi, hein?
Est-ce que tous les architectes sont intelligents? Alors, allons au plus 33, c'est la France. Parfois ici, il faut dire que le livre est une source de développement personnel et intellectuel et permet l'acquisition de connaissances, la compréhension du monde, le développement de la pensée critique, l'amélioration de la communication, l'inspiration et motivation, entre autres. En somme, les livres sont une source de développement personnel et intellectuel précieux qui offre une multitude d'avantages pour les récepteurs. Les questions fondamentales sont: que lisons-nous aujourd'hui? Savons-nous lire? Comment lisons-nous? Mon très estimé frère de regretter mémoire Atebe Yene aimait à rappeler que pour cacher un trésor à un jeune aujourd'hui, il faut le mettre dans un livre. Ça commence quand même à être à la fois insultant et inquiétant. Hein. C'est insultant, ça n'a pas commencé, c'est déjà insultant. Ça n'a pas commencé. Cette affaire, il faut que vous voulez cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Est-ce qu'il n'est donc pas temps qu'au niveau des politiques africaines, nous puissions voir comment mettre sur pied également des stratégies pour amener les gens à lire, et surtout les plus jeunes, parce que Zamo lui-même disait tout à l'heure que bon, il s'endort.